Voilà pour cette enquête de Christophe Widmann et de Mathieu Birden. Alors on est là toujours bien sûr gare de l'Est devant l'une des deux rosaces de la gare, très jolie. Avec vous Roger Marc Moreau, vous êtes détective privé, on vous a pas mal vu et identifié au moment de l'affaire Omar Haddad puisque vous avez aidé Jacques Vergès à faire la vérité sur la responsabilité d'Omar Haddad et son innocence. C'est assez troublant cette histoire. Hein. Oui, il y a forcément de l'inquiétude, car ce n'est pas une démarche tout à fait normale que de prendre la fuite comme ça en avant, de disparaître, de ne pas vouloir se confronter à la réalité en quelque sorte. Est-ce que vous êtes souvent amené à traiter ce genre d'affaires? Parce qu'on a vu avec les policiers que quand il s'agit d'adultes qui disparaissent volontairement, il n'y a pas de véritable enquête sur ces affaires-là. Voilà, lorsqu'il n'y a pas lorsqu'on ne suppose pas l'existence d'un crime ou d'un accident, les services de police et de gendarmerie, pour des raisons à la fois légales et des raisons matérielles, ne peuvent pas faire d'enquête approfondie. Vous faites ce que l'on appelle une recherche d'intérêt des familles, c'est-à-dire qu'ils se contentent de collationner éventuellement des informations dans les hôpitaux, premièrement, et deuxièmement, à l'occasion d'un contrôle, par exemple, sur la route, on va vérifier si la personne ne figure pas sur le fichier des personnes recherchées. Et si on retrouve les personnes, on va leur demander, voulez-vous communiquer à la famille qui s'intéresse à vous, qui vous recherche, qui est inquiète, voulez-vous communiquer vos coordonnées? Bon, ça s'arrête là. Alors, du coup, dans quelles circonstances est-ce que dans ce cas-là, les familles viennent vous voir? Eh bien, souvent, les familles ne font pas la même analyse que les services de police ou de gendarmerie, que la justice en règle générale. C'est-à-dire qu'eux vont être beaucoup plus inquiets. Ils vont penser que cette disparition n'est pas normale, qu'elle est inquiétante, même si elle ne l'est pas sur le plan administratif. Ce n'est pas parce que la personne est majeure, même si elle a la liberté d'aller et de venir, de circuler librement, les familles vont penser, eux, que ce n'est pas normal. On ne laisse pas tomber son travail ou ses études pour disparaître, souvent sans argent. On va forcément se trouver, lorsqu'il s'agit de jeunes en danger, confrontés à des problèmes de prostitution ou parfois de toxicomanie. Et c'est encore plus vrai, j'imagine, pour les adolescents en fugue. À partir du moment où un adolescent effectivement quitte le domicile de cette façon-là, il est en danger. Il est en danger. Donc il est tout à fait légitime et normal. Et vous savez, il est en danger même s'il a plus de 18 ans. Il peut avoir 19 ans, 20 ans ou même 25 ans. Souvent, les parents sont dans l'angoisse la plus profonde et vont tout faire pour retrouver leur enfant parce qu'ils savent que ça risque de mal tourner. Mais vous les retrouvez, vous avez quoi comme moyen d'investigation? Parce que lorsqu'il s'agit de disparition volontaire, la plupart du temps, on retrouve les personnes. Car forcément, on a besoin d'argent. Souvent, on s'est confié aux plus proches. On va faire des appels à témoins. Je travaille beaucoup avec la presse dans ce genre d'affaires. Et donc, on va retrouver les personnes, les fugueurs, dans la majorité des cas. Assez facilement? Assez facilement. Dans des délais Dans des délais assez raisonnables. Dans la majorité des cas. En revanche, souvent, on peut être confronté à des disparitions qui ne vont pas être volontaires. Car un service de police ou de gendarmerie va penser qu'il s'agit d'une fugue, alors que la famille a conscience que cette jeune fille, par exemple, est brillante dans ses études, n'avait aucun problème sentimentaux. Et il ne s'agit pas pour la famille, forcément, d'une disparition volontaire. Ça vous est arrivé, ça? Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Ce qu'on considérait comme une disparition volontaire n'en était pas une du tout et c'était quelque chose de criminel. Tout à fait. Ah bon? À plusieurs reprises. L'affaire Tatiana, qui avait fait l'objet d'un... les parents vont faire appel à moi, à l'époque, l'affaire avait fait l'objet d'un non-lieu. C'est-à-dire qu'on demandait à la famille de passer leur fille par perte et profit. La justice arrêtait toute enquête. Donc il n'avait pas d'autre moyen que de faire appel à une agence de recherche privée. Mais faire appel à vous, c'est cher. C'est un gros budget pour des familles comme ça qui sont en détresse. Cela va dépendre du temps que cela va durer. Si c'est une affaire où on ne retrouve jamais l'enfant, parce que vous savez, un enlèvement d'enfant, un criminel peut très bien prendre un enfant, le violer, l'enterrer au fond d'un bois, on ne retrouvera jamais. Il faut bien comprendre. Ouais. Et à partir de là, les recherches peuvent durer pendant des mois, des années. Dans l'affaire de Tatiana, à l'époque, on avait fait une diffusion nationale d'affichettes sur lesquelles apparaissait le numéro de mon bureau. On a reçu des centaines d'appels d'Allemagne, de France, de quatre coins de l'Hexagone évidemment, et on a dû faire des dizaines et des dizaines de contrôles, et ça a duré pendant plusieurs années. Alors, heureusement, là, c'est nous qui mettions en quelque sorte la main à la poche, mais autrement, les familles rembourseraient au moins les frais, et ça peut se chiffrer suivant le temps que cela va durer. Bon, vous ne donnerez pas de C'est chiffres, très difficile à estimer. Non, mais je dis ça parce qu'il y a
on le sent dans ces affaires, on l'a vu dans le reportage, beaucoup de détectives privés qui tournent autour des familles qui ont comme ça des enfants qu'ils recherchent. Alors sans doute des gens très bien et puis sans doute quelquefois on pressent aussi des gens moins bien. Comment on fait le tri là-dedans entre les margoulins et les personnes qui ont vraiment un savoir-faire? Bon, vous savez, maintenant c'est une profession extrêmement encadrée, très, très réglementée. Depuis l'année 2003, il y a une nouvelle législation, un décret d'application en 2005 qui fait que maintenant pour exercer cette profession, il faut obtenir un agrément préfectoral, il faut répondre à des critères de moralité extrêmement approfondis et troisièmement à une certaine compétence qui doit être apportée par un diplôme d'État. Vous-même, vous avez des confrères, des collègues, vous me disiez que les gens sont inquiets, ils sont vulnérables, ils sont sensibles. Quand on leur dit « je vais retrouver votre fille », ils sont prêts à tout sacrifier pour ça. Voilà, ce qu'il faut se méfier, c'est des personnes qui vont promettre forcément de retrouver d'abord l'enfant. Lorsqu'il s'agit d'une disparition inquiétante, dans la majorité des cas, on ne peut absolument pas penser qu'on va retrouver l'enfant. Deuxièmement, il faut faire le bon diagnostic. Si l'enfant a disparu dans telle ou telle circonstance, on va plutôt se diriger vers une hypothèse criminelle. Il ne faut pas laisser l'espoir fou aux parents qu'on va retrouver l'enfant. Évidemment, des personnes qui... Vous osez dire, d'après, j'ai l'impression que... Jamais, au contraire. Et par conséquent, si ces parents se tournent auprès de certains de mes confrères qui vont leur dire « mais non, mais votre enfant, moi je vais le retrouver dans 15 jours, je pense que je vais le retrouver en Suisse ou ailleurs », eh bien c'est là effectivement qu'ils sont porteurs d'illusions. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner 2-3 livres, tiens, qui nous ont aidés à préparer cette émission. Alors il y a celui d'Hubert Prolongeau, qui est un journaliste du Nouvel Obs et du Monde diplomatique, parti sans laisser d'adresse. Ça, c'est un classique avec des témoignages, effectivement, donc, de gens qui ont vécu ce genre d'aventure. Ce guide qui vient de sortir de recherche des personnes disparues de Gérard Desmarais, qui peut être intéressant pour les parents qui ne savent pas effectivement comment tout ça fonctionne, à qui s'adresser. Je voudrais aussi vous montrer, parce que je l'ai fait depuis le début de l'émission, vous montrer encore une photo, une histoire que vous avez suivie pour partie à un moment donné. C'est la photo de Céline Valin. Cécile Valin, pardon, elle a disparu le 8 juin 1997, elle avait 17 ans, ça fait donc environ 9 ans. Je la montre parce que j'ai promis, j'ai eu son père au téléphone, j'ai promis de la montrer, ça fait aussi partie de ces cas sur lesquels on s'interroge toujours. Voilà. Un mot aussi sur d'autres disparitions, parce qu'il y a celle-ci, il y en a encore d'autres, d'autres disparitions et d'autres souffrances. Je voulais quand même vous citer le cas de Céline Henry. Vous savez, c'est cette jeune fille de 33 ans qui a disparu du côté du Népal le 3 septembre alors qu'elle participait à une mission humanitaire. Et puis un voyage humanitaire, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Son frère s'est rendu en vain sur place. Et puis un mot sur Fred Nérac quand même, parce que c'est un journaliste français qui travaillait pour ITN au moment de la guerre en Irak. Il a disparu au sens où on n'a pas retrouvé son corps. On suppose qu'il est mort au cours des affrontements, mais ses parents attendent toujours qu'on retrouve éventuellement son corps. Voilà. Je vous signale bien sûr que vous avez et vous disposez de notre site internet pour nous faire part de vos remarques, de vos suggestions. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission, qui n'a pas été toujours facile. Remercier aussi la SNCF et particulièrement ici à la gare de l'Est qui nous a accueillis gentiment. Remercier Jean-Bernard Schmitt, Philippe Pécoul, Philippe Lallemand qui a réalisé l'émission. Et puis vous dire que la semaine prochaine, vous retrouverez Yves Calvi avec Mots Croisés et que nous, dans 15 jours, on va parler du sort et de la responsabilité des juges. On reste dans le judiciaire avec l'affaire Outreau qui, vous le savez, dont les auditions ont commencé à l'Assemblée. Faut-il sanctionner les juges? Faut-il les juger eux-mêmes? Faut-il qu'ils soient responsables de leurs propres actes? Eh bien, ça fera partie des questions qu'on se posera dans 15 jours. Voilà, la soirée n'est pas finie bien sûr sur France 2. Je vous laisse avec le journal et je vous dis à dans 15 jours.